Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Native Advertising. Alors j'ai décidé de partager avec vous ma vision du Native Advertising. Pourquoi? Parce que c'est une question qui revient souvent dans les réunions. Beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que c'est exactement le Native Advertising et qu'est-ce qu'on doit y mettre, comment est-ce qu'on le produit. Alors j'avais envie d'aborder cette thématique là aujourd'hui avec vous. Et si on regarde un petit peu, aujourd'hui les gens se rendent en ligne non pas pour consommer des publicités mais pour trouver du contenu qui les intéresse. Et donc parfois ça peut être de la publicité mais souvent ça n'en est pas. Force est de constater que depuis un certain nombre d'années, le contenu est roi en ligne. C'est-à-dire que c'est ça qui va permettre de créer une relation entre un consommateur et une marque. Par contre, je pense et j'en suis persuadé que le contexte est tout aussi important. Et on va le voir ensemble. L'endroit où on va mettre le contenu change vraiment l'impact que ce contenu va pouvoir avoir auprès d'un utilisateur. Il y a quelques années, on parlait justement de cette force du contenu. Donc un grand nombre de marques s'est engouffré là-dedans en créant énormément de contenu par rapport à ses produits, par rapport à sa marque. Et on a vu apparaître cette notion de brand content liée à l'univers digital. Sont apparues des initiatives du type blog. Alors, on a eu des blogs d'entreprises et des choses comme ça. Malheureusement, beaucoup d'entreprises étaient assez déçues par rapport aux résultats qu'elles avaient obtenus de ce brand content. Pourquoi? En fait, un grand nombre d'utilisateurs accordaient beaucoup plus de crédit au contenu généré par d'autres utilisateurs qu'au contenu produit par une marque. Et donc, effectivement, je prends un exemple. Quand vous partez en vacances, vous allez plus voir sur booking.com et faire confiance à des avis que vous allez trouver sur booking.com que sur des contenus produits sur éventuellement un site d'un voyagiste ou même du site de l'hôtel. Pourquoi? Parce que jamais vous allez trouver des commentaires négatifs et voir ce qui est négatif dans l'hôtel. Par contre, sur Booking, oui. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit que ce contexte est très impactant par rapport à la valeur du contenu qui va être produit. Et donc les marques se sont un peu engouffrées là-dedans et se sont dit si ce contenu généré par les utilisateurs a autant de valeur au regard des consommateurs, il faut qu'on pousse nos consommateurs, nos clients à produire plus de contenu de ce type-là. Et donc on a vu apparaître une série d'initiatives, que ce soit sur la forme de concours, sur la forme de partage d'expériences ou des choses comme ça. Mais on a vu ici, on voit Starbucks ça a permis de créer des contenus qui sont visuellement très intéressants, mais à l'opposé, on a un certain nombre de marques pour lesquelles les contenus qui étaient créés n'étaient pas très qualitatifs malheureusement, et pour lesquels certains brand marketing managers se sont dit est-ce que ça représente vraiment l'image qu'on veut donner de la marque? Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Et donc ils ont fait un petit pas de côté par rapport à ce user generated content. Ils voulaient garder la main sur l'image et le contenu qui était produit par rapport à leur produit. Et donc est arrivée cette notion de témoignage, testimonial. C'est un moyen astucieux pour mixer la vie du client, mais tout en cadrant et en permettant à la marque de cadrer le contenu qui est produit. Et donc on a vu apparaître soit sur des sites de marque un certain nombre de testimoniaux, soit éventuellement sur des sites externes. Malheureusement pour les marques, le consommateur assimile ça plus à du contenu de marque qu'à du user generated content. Donc ça n'a toujours pas permis d'atteindre ce fameux objectif de proximité et de consommation. Et donc les marketeers se sont dirigés vers d'autres alternatives, des contenus peut-être plus étoffés, non pas dans le brand content spécifiquement, mais cette notion de public reportage, c'est-à-dire que c'est du contenu créé par une marque, mais mis sur une autre plateforme. Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du Native Advertising 1.0. Il y a une série de produits qui existent aujourd'hui en ligne qui vous permettent en tant que marque de produire du contenu et ce contenu va être mis sur une plateforme externe et la marque a un droit de regard par rapport au contenu qui va être produit. Ça ne peut décemment pas s'appeler du Native Advertising puisqu'au final, c'est la marque qui a lancé l'initiative et c'est elle qui contrôle le contenu qui va être produit. Et donc aujourd'hui, ce Native Advertising 1.0 est plus assimilé à du public reportage et donc n'atteint pas non plus les objectifs total du Native Advertising, même si on peut voir que c'est beaucoup plus efficace que du bannering classique. Et donc, où se situe ce Native Advertising pour moi? Il se situe beaucoup plus proche de ce User Generated Content. Comment ça fonctionne? L'idée est de dire on doit faire appel à une série de partenaires externes. Alors j'en prends ici par exemple BuzzFeed qui dispose d'une communauté assez large. On voit qu'ils ont plus de 2 milliards de vues de vidéos par mois sur YouTube, plus de 40 millions d'abonnés. On se rend compte qu'effectivement eux ont une
vraie communauté et ils savent comment parler à cette communauté. Et donc une marque se rend chez un BuzzFeed et dit voilà, moi je veux toucher des personnes de tel à tel âge, votre communauté semble en être représentative. Et BuzzFeed dit ok, nous on va produire du contenu par rapport à votre produit. Et on a ici deux exemples, Friskies ou Spotify, qui font appel à BuzzFeed pour développer du contenu sans avoir un droit de regard sur le contenu qui sera produit, mais avec un contenu qui sera totalement en ligne avec ce que la communauté de cette plateforme attend. Et donc on voit que ça se généralise. Wall Street Journal a eu aussi une initiative avec Netflix en ce qui concerne la série Narcos. Et donc d'un côté on a le Wall Street Journal qui va développer toute une série d'articles sur Pablo Escobar et la contrebande. Et de l'autre côté, si les gens qui ont consommé ce contenu-là souhaitent aller plus loin dans l'expérience, ils peuvent suivre la série Narcos sur Netflix. On a Tumb, qui fait partie du groupe Vice, qui a développé tout un contenu sur le sud de Londres pour le compte de Airbnb. On a ici The New York Times qui a fait un exemple assez parlant et très approfondi sur les femmes en prison. Ils ont réalisé des interviews vidéo, ils ont réalisé des interviews écrites. Ça représente tout un contenu que les gens ont consommé. Les gens qui veulent aller plus loin peuvent se rendre sur Netflix pour voir la série Orange is the New Black et qui aborde la même thématique. Et enfin, plus proche de chez nous, on a Orangina qui dernièrement, et donc ça, je pense l'année passée, a fait appel à Studio Bagel et Golden Moustache pour réaliser une vidéo pour toucher une cible assez jeune. Et ça donne quoi? Ça donne une vidéo d'environ 14 minutes qui s'appelle Mission 404 et qui reprend l'ensemble des codes liés au digital pour la cible qu'elle souhaite toucher. Et donc voilà, ça c'est quelques exemples qui pour moi sont très représentatifs de ce qu'est le native advertising. Je pense que ça vous donne une vision un peu plus claire du vrai native advertising et vers quoi est-ce que la publicité digitale peut aller dans les prochaines années. Pour ceux qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à partager avec nous vos retours d'expérience et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à essayer parce que je pense que vous aurez beaucoup à gagner pour votre marque. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la vidéo et à la chaîne pour suivre les autres vidéos sur le marketing digital et la stratégie digitale. Je vous remercie.